Bonjour à tous et bienvenue sur 6 heures du Bat pour un épisode spécial Reconstruire, la série documentaire dédiée à la reconstruction en temps de guerre en Ukraine. Pour conclure ce projet, j'ai eu l'opportunité de me rendre au ministère des Affaires étrangères pour recevoir Pierre Heilbronn, ancien envoyé spécial du président de la République française pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine. Cet entretien a eu lieu en décembre 2025 et il vise à conclure le projet Reconstruire sur 6 heures du Bat. Installe-toi confortablement et profite de notre échange. Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode qui conclut le projet Reconstruire sur 6 heures du Bat. Pour faire cette conclusion, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir et d'être accueilli par Pierre Heilbronn, envoyé spécial de la France pour la reconstruction et l'aide à l'Ukraine. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, aujourd'hui, on est là pour conclure à la fois votre mission finalement d'envoyé spécial et ma mission de documentation de la reconstruction en Ukraine sur 6 heures du Bat. Moi, je vous connais, mes auditeurs peut-être moins. Donc avant tout, j'aimerais que vous puissiez mettre un peu de contexte et expliquer ce que vous aviez comme mission sur ces dernières années et qui êtes-vous, comment vous êtes arrivé à être envoyé spécial pour la France en Ukraine sur la reconstruction et l'aide. Merci beaucoup. En effet, il y a une coïncidence en fait des calendriers, comme vous le rappeliez. J'ai été nommé en mars 2023 sur cette mission par le président de la République qui visait en fait trois objets particulier, définir notre stratégie d'aide à l'Ukraine, porter la parole de la France dans toutes les enceintes où on parle d'aide de l'Ukraine et mobiliser tous les acteurs, que ce soit les collectivités locales, la société civile et évidemment les entreprises françaises. Concrètement, ça vise à traduire l'objectif de soutien politique que nous avons accordé. Donc, la France a été championne au cours des 3 dernières années en projets, en actions, en outils, qui permettent d'accompagner les acteurs français. De le faire en lien avec nos partenaires internationaux, c'est-à-dire en consultant à la fois les autorités ukrainiennes, mais également les autres pays du G7, les autres pays européens et de passer d'une logique d'assistance, à l'Ukraine, à une logique où on construit ensemble l'avenir du pays, un vrai partenariat stratégique, dans toutes les dimensions, que nous évoquons. Et donc, derrière ce rôle, c'est durant toutes ces années, vous avez eu un rôle officiel, mais vous avez surtout vécu la proximité avec ce peuple ukrainien que vous avez rencontré à multiples reprises, avec des allers-retours, nombreux, mais surtout, des allers-retours qui marquent, en général les esprits. Hem, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez retenu de ces voyages et surtout, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le fait qu'il y a beaucoup de monde qui estime qu'il faut aider, à la fin de la guerre et non pas maintenant? Qu'est-ce qu'on dit, là-dessus? Je crois qu'il faut faire les 2. D'abord, j'y ai été très souvent puisque j'ai été une quinzaine de fois en Ukraine, à Kiev, mais également dans toutes les régions, de Tchernihiv en passant par Odessa, évidemment les régions de l'Ouest, mais également à l'Est. Hem, c'est évidemment une erreur de penser que la reconstruction, c'est pour, l'après-guerre. D'une certaine manière, la reconstruction est une évidence pour les Ukrainiens et c'est très frappant parce qu'on voit que malgré les attaques quotidiennes dans le pays, hem, il est impensable pour eux de ne pas reconstruire l'école, l'hôpital, la centrale thermique qui a été détruite pendant la nuit et c'est une réalité quotidienne pour les Ukrainiens. C'est pour ça que le terme anglais de recovery est peut-être moins est Adapté? moins, ou plus adapté que Ouais. celui de reconstruction. Mmh. Hem, la reconstruction, ça veut dire aussi la capacité d'appuyer la résistance, en fait, du peuple Mmh. ukrainien, sa résilience, son adaptation dans la durée et sa transformation et on y reviendra. On a des exemples nombreux, par exemple, la construction d'un site, de réadaptation, pour les blessés de guerre qui ont été amputés, Superhumans que, nous accompagnons et nous finançons. On a Mmh. accompagné le centre de Lviv, on va inaugurer sans doute dans quelques semaines le centre que la France a financé à Odessa. Mais c'est également, par exemple, la livraison de 40 robots, de lutte contre les incendies, que j'ai livrés, il y a quelques jours, à côté de Kiev et qui sont produits par, Shark Robotics, Mmh. une PME de Charente-Maritime, qui fournit ces robots qui sont
utile et indispensable, en fait, pour sauver des vies aujourd'hui. Donc la reconstruction, elle prend vraiment beaucoup de formes. Là, je parle de la reconstruction physique et il y a Ouais. également une reconstruction, finalement, mentale aussi et donc c'est un concept qui a de nombreuses dimensions, à explorer avec ce prisme ouvert sur ces différentes dimensions. C'est un point hyper important que vous abordez parce que moi aussi quand, j'ai, voulu aborder cette reconstruction, reconstruire le titre du documentaire, c'était avant tout la reconstruction matérielle et immatérielle et au final, ce qu'on voit le plus que vous avez évoqué, Superhuman, Unbroken ou tout ça, c'est des évolutions, même, je dirais même des adaptations à Mmh. un climat de guerre. Moi, ce qui m'a le plus marqué et vous, j'imagine que c'est quelque chose qui a dû marquer votre expérience puisque on est obligé de prendre le train en Ukraine pour se rendre sur le pays, pour se déplacer dans le pays puisque l'espace aérien est, fermé. Il y a une compagnie, la compagnie ukrainienne de rail qui est un peu l'exemple, je trouve, de cette résilience que vous avez évoquée. J'ai jamais pris un train en retard. Je suis toujours arrivé à l'heure malgré, des nuits super agitées sur, la partie ferroviaire, Mmh. souvent des cibles. Les gares, on peut parler de la gare de Fastive qui a été encore, attaquée, récemment. C'est un peu l'exemple de cette résilience. Comment vous enfin, comment vous avez, pu, aider aussi à cette partie-là de construction rail? Puisque je sais que la France a aidé, à pallier aux ressources, ferroviaires, notamment dues à la perte d'Azovstal, à Mariupol. Comment vous accompagnez ce genre, d'action? Comment vous accompagnez une compagnie comme, la JSC Ukrainian Railways? Alors, ces trains qui arrivent à l'heure, c'est vraiment un résumé finalement de la capacité, de l'Ukraine à tenir, sur ses 2 jambes, à finalement appliquer, ce qui était un slogan, qui visait à mobiliser le peuple britannique aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale qui était «Keep calm et carry on», Mmh mh. qui est en fait, celle d'un pays qui refuse de se laisser désorganiser, un pays qui assure la continuité du service, dans toutes ses dimensions, des services publics et donc ces trains qui sont ponctuels ont une dimension symbolique importante. C'est un message puissant, envoyé au monde, envoyé également par une société, publique à l'ensemble, des Ukrainiens. Et c'est, d'une certaine manière, le symbole d'un choix collectif qui est de ne pas céder à la terreur, qui n'est de ne pas céder au chaos et de rester unis, autour d'une force, qui rassemble l'ensemble du peuple ukrainien. Moi-même, j'ai eu, de très nombreuses, des centaines d'heures dans ces trains. Mmh mh. D'ailleurs, on s'est croisés dans l'un d'entre Effectivement, eux. effectivement. Et c'est vrai que, c'est quelque chose qui est très visible et c'est pour ça que la France a fait aussi du soutien, à la fois à la reconstruction du réseau, mais de la régénération du réseau dans la durée, une de ses priorités. On a livré, les 1 rails, qui sont produits dans l'est de la France par l'entreprise Sarstal, qui a été accompagnée par l'État, par un prêt concessionnel du Trésor. J'ai d'ailleurs, été à la livraison de ces 1 rails, à la frontière polono-ukrainienne, il y a quelques mois. On a également conclu, et ça a marqué presque la fin de cette mission de 3 ans, ce contrat, historique par sa taille, mais également par sa symbolique, qui est la livraison de 55 locomotives Mmh mh. qui seront produites à Belfort, dans l'est de la France, pour près d'un demi-milliard d'euros. Donc c'est un contrat historique, par son ampleur depuis bien avant, finalement, le début de l'invasion à grande échelle, qui a une dimension extrêmement symbolique parce que le train, c'est à la fois ce qui relie, l'Ukraine à l'Europe, l'Ukraine au monde, évidemment par les marchandises, mais également, évidemment, ce qui, assurera ce lien humain entre au sein de l'Ukraine, hein, Mmh puisque, mh. les blessés qui reviennent du front, les militaires, les familles et cetera prennent Ouais. le train, mais c'est également une fenêtre vers l'Europe Mmh mh. et donc il y a une dimension aussi symbolique sur la trajectoire de moyen terme et du pays qui est celui de l'arrimage, finalement à l'Union européenne. Mmh mh. C'est clair que c'est vraiment ce qu'on peut, ressortir, je pense, de ce côté, lien fort. C'est le lien à la fois entre le front, finalement, entre
C'est ce lien polyvalent ambivalent, on va dire, entre la guerre qui continue, la vie qui continue, puisqu'il y a les liaisons tous les jours qui amènent, à Ouais. la fois les militaires entre Kiev et bah, plus Kramatorsk puisque la gare est Mmh. fermée, mais toutes ces villes au front, Sloviansk aussi, il y avait on voit toutes ces enfin, vous avez parcouru les gares ukrainiennes comme moi, on voit, à la fois des civils qui vont, soit travailler, soit qui se rendent entre différentes villes, soit des militaires qui se rendent, soit en permission, soit au front. C'est vraiment un peu, hein, le symbole de toutes ces années de résilience puisque c'est par ici que transite à la fois la société civile qui s'est mobilisée et l'armée qui se mobilise au front, qui permet aux civils de continuer à mener une vie, on va dire, normale pour la plupart, du temps dans les villes qui sont pas exposées au front et qui sont pas, les plus proches du front, hein, même si toutes les villes sont, visées, il faut aussi le préciser, hein. Il y en a beaucoup qui pensent que la guerre, en Ukraine se passe seulement au front, mais vous comme Bien moi, sûr, à Lviv, on peut ressentir aussi, la menace russe alors qu'on est à 70 kilomètres de la frontière européenne. Hem, mais c'est des lieux de vie aussi, c'est des lieux où, il y a des boutiques, il y a de mmh, la culture, il y a des concerts, parce exactement, que d'une certaine manière, la fréquentation a beaucoup augmenté exactement. avec la guerre et donc c'est une dimension aussi, qui reflète la vitalité de la société civile Mmh mh. ukrainienne, hein. Et c'est aussi devenu un lieu symbole, une gare, puisque c'est souvent là où on s'abrite Mmh, lors des alertes. Ça devient vraiment un chef-lieu enfin, les gens les plus proches des gares sont finalement, ceux oui, qui sont les mieux abrités vu qu'on connaît, la profondeur déjà des métros, ukrainiens, qui sont largement plus profonds que les nôtres ici à oui. Paris. Des gares qui sont, très vastes et qui abritent énormément de personnes au moment des alertes. Hem, vous avez accompagné quand même plusieurs projets concrets. Mmh. On en a cité quelques-uns. C'est des moyens, très concrets pour, les entreprises françaises ou les Français de procéder à cette reconstruction, à cet accompagnement, à cette aide. Hem, est-ce que vous avez une histoire derrière, bah, par exemple, vous avez cité l'entreprise de Belfort. C'est quand même incroyable de se dire qu'il y a une entreprise à Belfort qui permet d'aider, des centaines de milliers de civils à, 1 800 kilomètres. Comment on crée ce genre de partenariat? Comment les entreprises arrivent à venir aider, l'Ukraine, en ces temps de guerre et depuis la France? Bah, ça a été une des priorités, qui a été un peu un fil rouge aussi de ma mission. C'est comment, au-delà de la présence des entreprises françaises qui sont en Ukraine et qui sont quand même le premier employeur étranger, dans le pays et ça, souvent on n'en a pas conscience en France, c'est des PME qu'on arrive à accompagner et qui découvrent l'Ukraine, ils fournissent du matériel, indispensable pour permettre au pays de faire face aux défis auxquels il est confronté. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples, j'en prendrai qu'un, qui a fait l'objet d'ailleurs, d'un appui par le fonds, d'aide civile, sur les infrastructures critiques que nous avons créé, qui est doté de 200 millions d'euros et que nous avons créé il y a 1 an et demi. J'ai été à Lviv il y a quelques semaines également, pour inaugurer une ligne de production de prothèses par une PME d'Ille-et-Vilaine, qui est capable de produire 7 000 prothèses par an. Il y a un besoin de 100 000 prothèses, Mmh. par an, qui ne fait que s'accroître Oui. malheureusement, chaque mois. Mais c'est un bon exemple parce que d'abord, ça montre qu'on peut faire la différence rapidement, heu entre, l'accord intergouvernemental qu'on a signé à l'Élysée le 7 juin de l'année dernière et le déploiement d'un projet. Il a fallu uniquement quelques mois pour, Mmh. sélectionner toutes les entreprises qui ont bénéficié du fonds et qu'elles soient présentes sur place. C'est également un bon exemple parce que, c'était une entreprise qui ne connaissait pas du tout l'Ukraine. Mmh. Donc c'est une PME qui, sans ce fonds, n'y serait jamais allée, et en même temps, qui lui permet de lui mettre le pied à l'étrier pour après pourra pouvoir, équiper d'autres centres, dans le reste du pays, sur financement, soit, d'institutions multilatérales, soit de l'AFD, soit, du financement commercial. Donc permettre à des PME françaises d'avoir une première success story en Ukraine, puis après d'avoir les références qui leur permettent de déployer en fait leurs compétences, leurs connaissances,
un track record établi et visible par les Ukrainiens. Quelque chose d'important pour créer ces liens qui, dans la durée, perdureront et qui sont essentiels justement pour répondre aussi aux défis, auxquels, est confrontée et sera confrontée, Mmh. l'Ukraine. Et c'est aussi un bon moyen, si on peut encourager, d'autres entreprises françaises à faire, Tout à fait. ces initiatives, c'est aussi un bon moyen pour, toutes ces innovations, ces entreprises qui veulent, produire à échelle et avoir un Mmh. retour à échelle, malheureusement de pouvoir, l'appliquer sur un cas concret. On parle souvent de la science de guerre, apprise par l'Ukraine en 3 ans. Mmh. Heu, c'est sûrement l'armée la plus, efficiente du monde puisqu'elle est en état d'action, quoi. Elle est dans la véritable action au quotidien. Ils apprennent énormément, que ce soit sur, la partie stratégique, la partie, technologique aussi. Pour les entreprises, c'est la même chose. Toutes ces entreprises, elles peuvent encore, soit candidater ou soit, se manifester pour, ces aides. Comment les entreprises françaises peuvent, intervenir sur cette aide à l'Ukraine? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place que vous pouvez citer, que vous avez Oui, créés? alors il y a ce premier fonds, alors qui a été entièrement déboursé sur ces 200 millions d'euros, mais nous avons pris, lors de la visite, du président Zelensky, fin novembre, l'engagement de reconduire un fonds qui serait cofinancé par d'autres bailleurs. Là aussi pour répondre aux besoins, les plus urgents, c'est-à-dire, des minages, les sujets énergétiques évidemment, évidemment les sujets de transport et l'agriculture, le numérique et d'autres. Il y a l'Agence française de développement qui a un mandat maintenant en Ukraine, pour les 3 ans à venir et qui est centré sur les collectivités locales. Donc, vraiment, pour répondre aux besoins, de ces municipalités qui peuvent être soutenues et accompagnées par l'AFD en dons et en prêts. Donc là, c'est vraiment l'eau, l'assainissement, les services publics locaux. Par ailleurs, on a toute une panoplie d'instruments qui permettent aussi de réduire le risque pour les entreprises, qui souhaitent exporter ou investir et qui est fourni par, la Banque publique d'investissement, notamment la couverture du risque de guerre. C'est-à-dire que quand une entreprise française investit, en Ukraine, elle peut se voir, couvrir 97,5 du montant de son investissement par, en fait, le contribuable français. Mmh. Et donc c'est un dispositif à la fois incitatif, et qui permet aux entreprises de prendre du risque, un risque plus limité évidemment que si elles y étaient allées, sans, ces filets de sécurité. Mais je crois que l'idée, c'est vraiment d'être additionnel, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit pour le fond, de mettre le pied à l'étrier à de nouvelles entreprises qui après volent par leurs propres ailes Ouais. et qui créent de l'emploi évidemment en France, dans chacune des régions françaises. Le fonds bilatéral est un bon exemple puisqu'on a eu, une cinquantaine de sites de production qui ont, produit grâce, à ce fonds des biens, qui sont allés vers l'Ukraine. Donc ça crée de l'emploi dans chacune de nos régions, françaises et répond aux besoins des Ukrainiens. Et ça, c'est un point que je pense qu'il faut appuyer. La couverture du risque, elle est quand même, je trouve que c'est quand même énorme de couvrir Mmh, autant de risques, alors qu'il y a des fois certains projets qu'on va mener ici, en France, en métropole, où le risque est largement ouais, plus grand, bah, finalement. Mais c'est quelque chose que mais il y a une question de perception c'est aussi ça. du risque qui est importante. C'est pour ça que les entreprises, en fait, qui sont déjà en Ukraine, généralement ne sont pas très demandeurs de payer pour couvrir le risque parce Ouais. qu'elles ont, en fait, l'expérience, in situ que, le risque est finalement, heu, limité, que, après il y a des moyens aussi pour le réduire, dans les consignes aussi faites à leurs salariés, mais également, et donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est de pouvoir, encourager, inciter les entreprises européennes, hein, et françaises, Mmh. d'y aller, et de ne pas attendre en fait, un règlement, de paix, total, comme condition, indispensable pour pouvoir s'intéresser aux opportunités qui sont très importantes dans le pays. Autrement, d'ailleurs qui seront, exploitées par Par d'autres, d'autres, ouais. C'est et donc c'est un peu aussi une course de vitesse pour savoir comment positionner au mieux nos entreprises pour qu'elles répondent aux besoins ukrainiens. Sachant qu'il y a
un très grand appétit du côté ukrainien de Oui. voir des entreprises, internationales et notamment françaises, compte tenu aussi de notre investissement Mmh. dans le champ diplomatico-stratégique, Donc c'est aussi, une belle aux preuve côtés de partenariat, voilà concret. et de solidarité, en fait, dans la réalité. C'est vrai que si, par exemple, le BNP ou le Crédit Agricole, qui sont 2 des plus grandes banques en Ukraine, étaient partis, évidemment, ça n'aurait pas permis à beaucoup de particuliers, beaucoup d'entreprises de pouvoir Mmh. continuer à investir au cours des 4 dernières années. Mmh, et c'est aussi un témoignage, comme vous dites, bah, déjà de bien prouver que, le la partie européenne est aussi prête à intégrer l'Ukraine, puisque c'est quand même une Ouais. échéance, c'est une question qui va se poser très rapidement et qui est toujours dans l'actualité, de renforcer ces liens entre l'Europe et l'Ukraine, renforcer ces liens entre les entreprises françaises, européennes, ukrainiennes, et c'est une belle preuve de solidarité, à défaut d'investir, financièrement, militairement, et cetera. C'est déjà un gros investissement moral, je pense, soutien moral pour tout un peuple qui résiste depuis, 4 ans. Si on parle d'un point de vue plus personnel pour conclure, parce que vous arrivez quand même en fin de mission, si vous aviez un souvenir ou quelque chose qui vous a marqué sur ces années à traverser, l'Ukraine, est-ce qu'il y a une situation qui v qui vous changera un peu dans l'avenir, qui aura vraiment eu un impact sur vous, personnellement? Oh oui, il y a mille souvenirs. Il y a, heu, entre ces salles de spectacle, par exemple, pleines, auxquelles j'ai eu l'occasion d'aller, avec, des amis ukrainiens, mais également la première ministre ukrainienne Mmh qui a mh. voulu me montrer le fait que c'était un pays qui continuait, non seulement à tourner, mais également à avoir un appétit de culture, à vivre, le plus normalement possible, et c'est un souvenir très marquant. Mais il y a 1000 souvenirs évidemment de cette capacité également à reconstruire dès le lendemain, et ne pas se laisser abattre. Cette, capacité alors, aussi dans ce contexte exceptionnel, de faire preuve d'une grande unité. C'est toujours frappant aussi quand on vient d'un pays où l'unité Est une est question loin d'être permanente. acquise et est Une une question question permanente comme on le voit au plan plus politique, mais également plus général. Donc et cette capacité également à se projeter dans l'avenir, alors même qu'on ne sait pas de quoi sera fait les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois. mmh mh. Et ça, le fait de pouvoir, se projeter, construire un système énergétique à 30 ans, où on se pose des questions sur la place du nucléaire, des renouvelables, avec des projets à la clé, je crois que c'est un élément important et enfin, je dirais la confiance en l'avenir, et c'est pour ça que les entrepreneurs, étrangers, dont les entrepreneurs français, qui par leur investissement ont parié sur l'avenir du pays, je pense notamment à Xavier Niel qui a quand même, Mmh. décidé d'investir 1,5 milliard dans le pays maintenant, ce qui est quand même le plus gros investissement en Ukraine depuis 15 ans. C'est en fait un pari industriel, un pari, une vision stratégique, d'un entrepreneur, mais c'est aussi un vote de confiance dans l'avenir du pays Mmh mh. et je crois que, même si on l'a accompagné évidemment sur le financement de son investissement, je crois que c'est un investissement symbolique très fort au même titre que, celui d'Alstom, Mmh. dans le rail, parce que ça montre que, on peut prendre des décisions maintenant, Mmh. hem et qu'on croit, également à l'avenir de ce pays et aussi à ce qui est finalement le plus précieux au-delà des ressources du Mmh. pays, de ce que j'ai expliqué sur le plan économique, c'est-à-dire les Ukrainiens eux-mêmes, Exactement. qui sont quand même la première richesse de ce pays d'une Mmh. certaine manière. Parce que, non seulement ils sont courageux, mais ils sont compétents, ils sont travailleurs et ils ont cette envie d'avenir, qui est me semble-t-il, le premier levier, d'innovation, de compétitivité, et donc faire de l'Ukraine un atout stratégique pour l'Europe et un peu le fil rouge à la fois de la mission et de la déclinaison très humaine,
dont j'ai essayé de vous partager un certain nombre d'exemples. Mmh. Bah, justement pour conclure, à la fois cet échange et votre mission, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez, passer aux Ukrainiens? Peut-être que vous les reverrez prochainement en dehors de votre mission, mais au-delà de les voir physiquement, est-ce que vous avez un message à leur transmettre par les ondes? Puisque forcément cet épisode, cet échange sera, envoyé en Ukraine. Est-ce que vous voulez leur passer un message Non, mais je laurent? reviendrai évidemment en Ukraine. Mmh. Je veux dire, j'ai été très souvent en Ukraine avant cette mission, dans le cadre de mes précédentes fonctions, notamment à la Banque européenne de reconstruction et de développement, donc ça ne sera pas la fin d'une histoire. Non, mais je crois qu'il y a un message, à la fois de solidarité, de construction d'un avenir commun, entre l'Europe et l'Ukraine. Et je crois que ça suppose, d'apprendre l'un de l'autre. On a aussi beaucoup à apprendre de l'Ukraine, Mmh. mais je crois qu'aussi c'est très important que les Ukrainiens, aient conscience que, nous considérons, heu, qu'ils font partie de la même famille, que nous avons un destin évidemment lié, que c'est une chance aussi pour l'Europe, et ça doit être une chance pour l'Europe pour se réformer, et pour construire justement ce partenariat on bénéficie mutuellement de nos points forts, de notre potentiel, et je crois qu'on a beaucoup de choses à s'apporter, hein. Mmh. Donc l'engagement dans la durée, à mon avis, d'un pays comme la France, qui est quand même, au cœur de l'Europe, évidemment, et dans ce monde aussi très compliqué où Mmh. on ne sait quelquefois pas qui sont ses ennemis ou ses amis ou ses partenaires ou ses alliés. C'est un message, en fait de solidarité dans la durée, et d'intérêt bien compris aussi, de 2 partenaires, qui ont un destin européen. Mmh mh. Et bah, ça me paraît être, une très bonne conclusion ou une très bonne, conclusion à déjà à notre échange, à nos 2 missions, si je peux appeler la mienne comme ça, mais de pouvoir, ramener ce qui se passe en Ukraine, ici en Europe, pas forcément sur le plan, de l'aspect guerre, mais sur justement cette vie qui continue, ces partenariats qui se nouent, qui se créent et qui continueront avant, après et jusqu'à ce qu'il y ait d'autres échéances bien plus heureuses pour nos 2 pays. Merci Pierre, d'avoir répondu à cet appel, d'avoir conclu ce projet Reconstruire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, avec, les auditeurs ont passé un bon moment, ont découvert beaucoup de choses sur, votre mission, sur l'Ukraine, sur, ce qu'on peut y faire et n'hésitez pas à vous engager auprès des organismes compétents pour aider, l'Ukraine, en tant qu'entreprise française. Merci Pierre. Merci Nicolas. Voilà, c'est comme ça que se conclut le projet Reconstruire. Il restera 2 chroniques de Reconstruire à suivre sur 6 heures du Bat le 24 février et le 3 mars. Le projet Reconstruire ne s'arrête pas tout à fait, alors si tu ne veux pas manquer les infos, n'hésite pas à t'abonner et tu découvriras le 3 mars l'endroit où va se poursuivre le projet Reconstruire. Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet sur 6 heures du Bat et on se retrouve très très vite ailleurs pour continuer à documenter la reconstruction en temps de guerre en Ukraine. À très vite.